CQFD. Si j'ai commencé à travailler sur le plagiat, s'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint finalement, heureusement, l'idée c'est quand même que notre connaissance est en danger. Oui, bien sûr, notre connaissance telle que nous l'avons connue jusqu'au XXe siècle ou jusqu'au XXIe est réellement en danger. On ne sait plus exactement à qui se fier à l'heure actuelle. Il faudrait faire un très grand nettoyage, oui. Les sciences, les connaissances en danger, menacées par le plagiat. Stéphane Deletreau, qui est-ce qui tire cette sonnette d'alarme là? C'est Michel Bergada, professeur à l'Université de Genève et experte en matière de plagiat. Elle estime que près de la moitié des universitaires suisses achètent au moins une fois, durant leur parcours, une partie de leurs travaux à des ghostwriters, des écrivains fantômes, ou si vous préférez des nègres, ou se font aider lors de la rédaction. Un chiffre qui paraît tout de même énorme. Michel Bergada. Acheter, pas forcément acheter. Enfin, si vous avez un grand frère qui vous fait 40 pages d'analyse des données, vous pouvez peut-être lui offrir simplement un café. Ça dépend quel est le prix du ghostwriter en question. Mais oui, bien sûr, l'aide est normale. Après, il y a un moment où ça devient inquiétant parce qu'en fait, vous allez valider un crédit ou valider un diplôme en n'ayant pas acquis les compétences. Là, c'est un véritable problème. Sinon, que 50% de personnes se fassent aider, c'est un peu normal, je dirais. Pour ceux qui trichent, ou qui font un petit peu plus que se faire aider, la plupart d'entre eux passent entre les gouttes. Tout à fait. D'abord parce que il faut bien voir qu'ils connaissent par cœur le système. Ça fait 19 ou 20 ans qu'ils font des études, donc c'est des professionnels des études, nos étudiants. Donc ils savent parfaitement avec quel professeur ou dans quelle discipline ils seront plus ou moins contrôlés. Donc quelles sont aussi les méthodes pour pas se faire reprendre. En fait, finalement, ne se font prendre, je dirais presque que les plus naïfs ou ce que nous appelons les plus joueurs, ceux qui disent « Ok, je parie, comme au casino, j'ai perdu, tant pis, je suis désolé ». Mais voilà, c'est ou les plus stupides ou les plus joueurs se font vraiment prendre. Que risquent-ils s'ils se font attraper ? Alors, ça dépend. En France voisine, pas grand-chose. En Italie, ça dépend. En Suisse, ils peuvent se faire exclure. Nous avons des directives assez précises, mais de plus en plus d'étudiants font ce qui se fait en Amérique du Nord, à savoir des recours. Ils prennent un avocat et l'avocat va démontrer par A plus B que soit les instructions n'étaient pas assez claires, soit d'autres étudiants avant eux ont plagié, donc finalement ils ne font que reproduire ce qu'on leur a montré et arrivent souvent à obtenir finalement le diplôme qu'on leur avait refusé. Bon, on triche, on fait un recours quand on se fait attraper. Il semble d'ailleurs que ce soit, Stéphane, une pratique qui se développe, mais rassurez-moi, il y en a quand même certains qui admettent qu'ils ont triché. Ou bien. Oui, absolument. En fait, les réactions varient énormément selon le type de plagiat. À force de traiter des cas, donc plus de 250 cas dans les 10 dernières années, on a toute une méthode de profilage maintenant. Donc on regarde et en fonction des réactions de la personne, on va dire celui-là c'est un vrai manipulateur, il va falloir faire attention. Lui c'est un bricoleur. Le bricoleur par exemple c'est celui qui vous dit, alors qu'il soit étudiant, professeur, jeune débutant, 60 ans, n'importe. Il vous dit mais comment ai-je été aussi bête ? Et là on dit voilà, celui-là il a fait du Lego, il était pressé, il a pas fait exprès. On dit il est voilà, on va le signaler ce qu'il a fait et il cherche à s'excuser en plus à rattraper sa faute. On va pas le mettre du tout dans le même panier que celui qui commence à dire oui mais peut-être qu'il y a 300 pages empruntées mais vous ne le sauriez pas si on ne m'en voulait pas politiquement. On lui dit oui mais on a les faits là. Oui mais c'est pas ça, c'est pas moi. D'ailleurs c'est un assistant qui a plagié, c'est pas moi. Ils vous disent toujours ça. Et puis après de fil en aiguille quand on a ces profils là, on dit bon là on sait que non seulement il a plagié dans cet écrit-là, mais qu'il a plagié toute sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui manipule. Et il doit d'ailleurs manipuler dans la vie courante. Donc c'est très intéressant parce que je vois par exemple en face de moi mon experte qui fait les analyses, elle me dit en voyant le mode opératoire, comment il a plagié, je pense que c'est un manipulateur. Et moi de l'autre côté, je l'ai au téléphone, je dis oui c'est un manipulateur. Et puis vous avez le fraudeur aussi. Le fraudeur c'est celui qui joue énorme. Il n'est pas pris sur un article, il va télécharger et traduire un livre entier. Et s'il se fait prendre, il va dire « Ok, j'ai perdu, je change de pays, merci, au revoir. Voyez mon avocat pour me payer mes indemnités de départ. » Donc voilà, on a des profilages qui sont assez intéressants. Oui, c'est assez étonnant quand même tout ça. On l'a dit au début, Stéphane, la plupart des fraudeurs passent finalement entre les gouttes quand même. Mais les universités, quelles armes ont-elles pour lutter contre la fraude ? Alors des logiciels spécialisés, mais en fait qui jouent essentiellement un rôle préventif.
Dans les universités en général, ce qui est utilisé pour le plagiat de masse, pour prévenir, sont les logiciels spécialisés comme Orkun, Forus, Compilatio, qui ont le mérite d'éviter le plagiat de masse. Parce que s'ils n'étaient pas là, tout le monde plagierait. Il n'y a pas de raison de ne pas faire ce que fait le voisin. Alors, les logiciels comparent, d'une part, le texte qu'on leur soumet aux textes qui sont publiés sur le web, aux textes qui sont publiés dans les archives ouvertes, mais également, chaque fois qu'on leur soumet un texte, ce texte est téléchargé, donc va alimenter la base de données. C'est un système un peu capitaliste. C'est-à-dire que plus vous utilisez le logiciel, plus il s'enrichit de données, donc va pouvoir comparer. Ce que ne va pas faire le logiciel, il va pas comparer les traductions. Il va comparer mot par mot, en fin de compte, séquence de mots par séquence de mots. Il va pas non plus comparer avec, par exemple, des thèses qui auront été publiées il y a 25 ans. Il y a 25 ans, les thèses étaient publiées, elles sont en format papier. Donc un étudiant qui voudrait recopier mot pour mot ne se ferait jamais prendre, finalement. Donc voilà, c'est tout ce que ne fera pas le logiciel. Et donc, ce que je vous dis, le logiciel ne permettra pas de traquer les plagiats, ça c'est sûr. Donc ça a le mérite d'éviter le plagiat de masse, mais cela n'empêche pas du tout un vrai manipulateur, un vrai délinquant arrive toujours à l'utiliser au contraire pour vérifier où est-ce qu'il peut se faire prendre, remplacer les mots par un autre et puis éviter justement de se faire prendre les mains dans le sac. Et les universités disposent d'autres outils ? Oui, le professeur, elle dispose de professeurs. Et donc, les professeurs doivent normalement, c'est-à-dire c'est un professeur qui a vraiment l'envie que ses étudiants puissent acquérir des compétences, est censé mettre en place la pédagogie qui va bien, contrôler que l'étudiant l'a acquise et donc modifier éventuellement sa pédagogie ou les modes de contrôle. Depuis que le web a explosé, donc on trouve autant de documents à télécharger, de thèses dans toutes les langues, qu'il suffit de changer le nom pour être validé. Beaucoup de professeurs ont modifié leur mode de contrôle des connaissances. Comment est-ce que ça se passe dans les universités suisses ? Les textes sont soumis systématiquement à ces logiciels spécialisés ou seulement s'il y a un soupçon ? Je pense que de plus en plus, pour les thèses de doctorat, ça devient systématique. C'est-à-dire que l'on cherche vraiment à être certain qu'il y a au moins, la thèse n'a pas été téléchargée, parce que ça existait malheureusement, des personnes qui n'écrivaient même pas une ligne. Pour les mémoires de master, je suis beaucoup moins sûre, et pour les travaux dans les cours, alors là, plus sûr du tout, ça dépend uniquement du professeur. Ce matin, dans CQFD, on vous a démontré d'ailleurs que certains étudiants copient à peu près tout pour faire leurs travaux universitaires, leurs thèses, etc. Alors, on va continuer maintenant avec vous, Stéphane Lettraux, et avec votre interlocutrice, donc Michel Bergada, spécialiste du plagiat. Jusqu'ici, on a parlé, Stéphane, surtout des étudiants, des étudiants qui, on a vu les différents systèmes, on fraude ou alors on joue l'innocent derrière, etc. Mais chez les professeurs, ça se passe aussi. Alors oui, ce phénomène de fraude les concerne aussi, mais alors pas dans les mêmes proportions qu'énoncées en début de dossier. Non, c'est peut-être un petit peu moins quand même, parce que quand on apprend pendant 3 ou 4 années de doctorat son métier de chercheur, on est censé savoir faire de la recherche et être autonome en écriture. Mais les chiffres sont très élevés, le nombre d'articles qui sont doivent être retirés des revues scientifiques est en train d'exploser, parce que il y a une course à la publication, une course à être, pour les établissements, à être dans le classement de Shanghai, être le meilleur établissement de Suisse, d'Europe, etc., qui font que beaucoup de chercheurs n'ont plus le temps de chercher. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus le temps ? Eh bien, on emprunte aux voisins, et donc on a également une explosion de ces phénomènes. Et les conséquences pour ces professeurs, pour ces chercheurs, elles peuvent être plus importantes que pour un étudiant ? Ou est-ce qu'il y a encore une certaine forme d'impunité ? Non, il y a très clairement une impunité. C'est-à-dire qu'il y a le secret de fonction qui font qu'il y a des commissions qui vont être menées, mais rien ne filtre.
Au pire des cas, on va demander gentiment au contrevenant de changer d'établissement et on lui fera une lettre de recommandation pour qu'il aille dans une université de notre canton ou de notre pays, où il se fera oublier pendant 1 an ou 2 et puis il reviendra. Donc non, très clairement, c'est une véritable plaie pour la connaissance parce que le phénomène est là et on ne sait pas comment le régler. Les lois n'existent pas dans aucun pays, je tiens à dire dans aucun pays, c'est un des problèmes. Les seules lois qui existent, c'est la contrefaçon, mais ça n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Le délai de prescription pour la contrefaçon, par exemple, dans certains pays est de 5 ans, alors que le délai de prescription pour le plagiat n'existe pas. Si on vous a volé votre écrit, si on vous a volé votre thèse de doctorat, dans 20 ans, vous aurez toujours un article frauduleux de publié en bibliothèque, et donc il n'y a pas théoriquement de prescription. Pour rester en Suisse, il vous semble qu'il y a encore un déni de la gravité du plagiat dans les milieux académiques ? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre la Suisse et les autres pays. À l'Institut, nous suivons 18 pays. Il y a des pays plus graves que d'autres, parce qu'il y a eu moins de contrôle, il y a une plus grande habitude de la corruption qu'en Suisse. Mais c'est pas, le déni est le même. Le déni est le même avec une volonté de ne pas ébruiter les affaires, sauf dans certains cantons où toute la Suisse a bénéficié de leurs histoires. Mais normalement, on essaye d'éviter trop la presse. Stéphane, vous nous rappelez dans quel canton il y a eu quelle histoire, celle que cite Michel Bergada? Alors, le canton de Neuchâtel, c'était l'affaire de plagiat à la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel, affaire qui s'est conclue par un blâme et une menace de renvoi pour un professeur convaincu là je suis obligé de citer les autorités cantonales, de plagiat par manque de rigueur. C'est très joli, je trouve, oui. Alors, cette affaire est l'un des 40 cas d'école recensés par le site Responsable, le site de l'Institut international de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique, présidé par Michel Bergada. Pendant plus de 12 ans, j'étais très seule même sur cette lutte contre la fraude et le plagiat, mais nous sommes arrivés à peu près à 25 000 personnes qui suivaient ce travail. Et donc, il y a eu une volonté commune de créer un institut sous forme associatif, l'Institut international de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique, donc où il y a un bureau, des conseillers scientifiques, des représentants par pays. Notre rôle, il est triple. Il est premièrement d'informer. Donc, nous avons des conférences. Nous sommes plusieurs à donner des conférences dans diverses instances. Par exemple, je vais à l'université d'Évry en novembre pour parler en biométrie. Qu'est-ce que le plagiat? Comment ça s'est développé en tant que discipline? Enfin, la lutte contre le plagiat, bien sûr. Ensuite, nous avons des cours qui sont donnés aux étudiants en doctorat ou qui sont donnés aux professeurs de comment citer, au plus niveau. Nous avons également une grande fonction d'expertise quand nous sommes soumis à de nombreuses demandes de victimes de plagiat qui découvrent qu'on leur a volé leur travail, comment elles peuvent se plaindre. Donc nous avons des personnes qui font l'expertise avec elles, qui vérifient qu'il y a bien, les faits sont avérés, qu'il ne s'agit pas du tout de rumeurs, et ça leur permet d'établir leur plainte, soit auprès de journaux, d'éditeurs ou même de tribunaux. Et ensuite, ce que nous avons aussi à travers la lettre de responsable qui paraît tous les 2 mois, qui est envoyée donc à plus de 25 000 personnes, c'est les nouvelles des cas qui se produisent, qui peuvent être intrigants, qui peuvent être graves dans un pays ou un autre. C'est une mise en commun. En fait, c'est une création collaborative, je dirais, de réflexion et puis d'action. Lorsque vous parlez d'expertise, vous dites des faits qui peuvent être avérés ou pas. Il arrive régulièrement qu'il y ait des plaintes non fondées. Oui, c'est arrivé. Ça arrive assez souvent quand ce sont des personnes qui sont haut placées. Donc vous avez d'autres personnes, pour des raisons politiques ou autres, qui leur en veulent et qui vont chercher des petits bouts de plagiat qui sont peut-être sur une thèse ou un texte de 900 pages, un paragraphe qui aura été copié-collé et qui disent, vous voyez, on a la preuve que c'est du plagiat. Et donc ça nous est arrivé de dire, oui, factuellement, nous voyons là un acte de plagiat, mais tout le comportement de la personne n'est pas un comportement de plagiat. Il n'a pas voulu le masquer, il a fait ça par inadvertance, il a oublié des guillemets, mais c'est pas quelqu'un qui a essayé de trafiquer, de cacher son action. Et donc là, nous avons pris, dans ce cas-là, c'est un homme très haut placé, position ferme en disant, nous déclarerons s'il le faut,
que cette personne n'a pas un comportement plagiaire, même si les faits, sur le paragraphe de 10 lignes ou 15 lignes, étaient effectivement un emprunt malheureux. Donc l'Institut, présidé par Michel Bergada, Stéphane Lettraux, a une fonction d'expertise. Mais ça se passe comment une expertise? Vous avez un exemple? Alors oui, on va prendre l'exemple de l'affaire Rigaud, du nom d'une historienne médiéviste de l'université de Grenoble, qui d'ailleurs a porté plainte contre Michel Bergada, mais qui a été déboutée par les tribunaux. Quand nous avons un cas complexe comme celui-là, avec plusieurs documents, plusieurs présomptions de plagiat, donc nous avons des experts, parce qu'en fait c'est des experts de discipline qui peuvent, un mathématicien peut lire des écrits de mathématiciens, un physicien de physique, un historien d'histoire, etc. Donc nous avons des experts qui sont bénévoles, qui acceptent de faire ce travail, sauf quand c'est à la demande d'un recteur d'université, où là ils sont quand même dédommagés, dans des cas de plainte interne par exemple. Et ensuite, les expertises, les tableaux comparatifs effectués par les bénévoles ou par le plaignant lui-même sont réexaminés par ma collaboratrice scientifique qui est en charge uniquement de la validation des expertises. Et l'aide que nous obtenons sur des logiciels, c'est très souvent de montrer où est-ce qu'il y a des sources de plagiat. Mais après, il faut le redémontrer derrière manuellement, si je peux dire. Ce qui est impressionnant, pour ne pas dire choquant, c'est que les textes en question sur lesquels vous avez travaillé, qui ont été publiés sur votre site il y a maintenant 4 ans, rien n'a été rectifié, que ce soit dans les maisons d'édition, dans les sociétés savantes. Pour l'instant, rien ne bouge. J'ai pas suivi l'affaire, puisque ça a été publié, je suis passée à autre chose, mais je n'ai pas connaissance. Je ne crois pas que, par exemple, les associations, c'était un cas en histoire, celui-là, parce qu'il y en a un peu dans toutes les disciplines, je n'ai pas connaissance que les associations d'historiens se soient manifestées, puisque c'est eux qui sont des associations savantes, et défendu leur discipline en demandant à ce que les textes soient retirés ou les livres soient retirés, et encore moins des bibliothèques, c'est-à-dire là certains sont dans toutes les bibliothèques. Mais encore une fois, c'est significatif, c'est dans toutes les disciplines, c'est pas seulement dans celle-là. C'est significatif, c'est grave aussi. Oui. C'est-à-dire que si j'ai commencé à travailler sur le plagiat, s'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint finalement, heureusement, l'idée c'est quand même que notre connaissance est en danger. Oui, bien sûr, notre connaissance telle que nous l'avons connue jusqu'au XXe siècle ou jusqu'au XXIe est réellement en danger. On ne sait plus exactement à qui se fier à l'heure actuelle. Il faudrait faire un très grand nettoyage, oui. Bon, on a beaucoup parlé des fraudeurs jusqu'ici, Stéphane. Peut-être un petit mot pour conclure sur les victimes des fraudes. Oui, il ne faudrait pas les oublier. Michel Bergada parle pour elle de véritables souffrances. Je vous donne un exemple fictif, mais qui se produit chaque semaine. Un étudiant de doctorat qui s'aperçoit qu'un des membres du jury ou son directeur de thèse l'a plagié. Ça veut dire que non seulement il va être obligé, quand il va publier sur sa thèse, de citer celui qui l'a plagié. C'est une double souffrance. Mais en plus, si la personne qui l'a plagié et quelqu'un d'important, c'est lui qui va devenir le bouc émissaire. C'est-à-dire, on préfère tuer le messager que la personne en place ou qui est importante. Et donc, on a des cas de très grande détresse, au point où l'un des avocats de notre institut disait il faudrait faire intervenir des psychologues qui sont en place maintenant dans les cas de terrorisme, parce qu'on a de véritables facteurs de terrorisme, de personnes qui sont oppressées et qui sont malades parce qu'elles ne savent pas auprès de qui se plaindre, qui va les écouter. C'est souvent dans d'autres pays où c'est... on a des cas humains qui sont très très lourds à gérer, sachant que j'ai des collègues qui viennent me parler maintenant, qui ont 60 ans, et qui viennent me dire, mais tu sais, toute ma vie, j'ai porté cette souffrance de ne pas avoir osé me plaindre quand j'avais 30 ans, d'avoir subi cette violence, de me faire voler mon écrit. Et voilà, donc je dis, waouh, supporter 30 ans de ne pas se plaindre, et en plus d'avoir honte, vous êtes victime et vous avez honte de ne pas vous plaindre, c'est grave quand même. Michel Bergada, professeur à l'Université de Genève, président de l'Institut international de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique. Stéphane Lettraux, vous êtes bien sûr que vous n'avez rien piqué à personne pour faire votre dossier d'aujourd'hui. Absolument certain. Bon, d'accord, très bien, merci beaucoup. CQFD sur La Première.